Ma fille m'a rayé de sa vie après notre divorce, croyant aux mensonges de sa mère et maintenant, elle me poursuit pour abandon d'enfant. Eh bien, cette fois, c'est l'argent qui va les abandonner. Ma fille, Félicia, a aujourd'hui 22 ans. Je ne l'ai pas vue depuis ses 12 ans. Elle est passée de centre de mon univers à une étrangère qui agit comme si je n'avais jamais existé. Ce changement n'a pas été progressif. C'est arrivé du jour au lendemain. Tout cela parce que sa mère a inventé un récit aussi toxique que mensonger, qui a tenu une décennie. Sa mère, Bernadette, et moi avons été mariés pendant 14 ans. Nous étions jeunes quand tout a commencé, et j'étais follement amoureux. Tout allait bien, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Bernadette est devenue amère, lasse, instable. Elle me traitait comme un fardeau, plus comme un partenaire. Je travaillais à 2 emplois pour faire vivre notre foyer pendant qu'elle se cherchait. Elle dilapidait nos économies dans des passe-temps absurdes, des retraites de thérapie, des cristaux, ou tout ce qui était à la mode ce mois-là. Au bout de 10 ans, nous n'étions plus que des colocataires. Félicia était la seule bonne chose issue de cette union. Elle était mon ombre. On faisait tout ensemble. Crêpes du dimanche, sorties nocturnes, devoirs, matchs de foot. J'étais un père présent, et malgré tous mes problèmes de couple, je ne l'ai jamais trompée. J'ai simplement demandé le divorce. Je n'en pouvais plus. Pour Bernadette, c'était la trahison ultime. Elle a raconté à tout le monde que je l'avais quittée sans prévenir, que j'avais abandonné notre famille, ce qui est ironique, car elle m'avait quitté émotionnellement depuis bien longtemps. Elle a eu la maison, la garde principale, et le contrôle total sur ce que Félicia entendait. Et, comme je l'ai découvert plus tard, elle n'a pas perdu de temps pour me salir. La dernière fois que j'ai vu ma fille, c'était au bureau de l'avocat. Nous avions une réunion concernant la garde. Bernadette avait emmené Félicia, ce qui était déjà inhabituel. Félicia ne m'a pas regardé une seule fois, les bras croisés, distante. Quand j'ai essayé de la saluer, elle a reculé comme si j'étais un inconnu. Bernadette a fait semblant de ne rien voir. Après cela, j'ai reçu une lettre de son avocat disant que Félicia se sentait mal à l'aise et angoissée lors des visites, et que le contact serait limité. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. À partir de là, ce fut comme parler à un mur de briques. J'ai envoyé des emails, des cartes d'anniversaire avec des chèques cadeaux, tout a été retourné. J'ai appelé avec un numéro masqué. Une fois, j'ai conduit 2 heures juste pour la voir jouer dans une pièce de théâtre depuis le fond de l'auditorium. Je n'ai même pas essayé de lui parler. Je l'ai vue sourire et j'ai pensé, au moins, elle est heureuse. 2 jours plus tard, Bernadette m'a poursuivi pour harcèlement et a obtenu une ordonnance restrictive. Beaucoup de gens m'ont dit de l'emmener en justice et je l'ai fait. Mais les tribunaux de la famille ne se soucient pas des pères, sauf si vous êtes riche ou criminel. Le juge a dit que Félicia avait l'âge de choisir et que je devais lui laisser de l'espace. Alors je l'ai fait. Pendant 10 ans. Je n'ai jamais failli à la pension alimentaire. J'ai payé pour les sorties scolaires, les uniformes, les livres, tout passé par Bernadette, car Félicia refusait de recevoir quoi que ce soit directement de moi. Pas une seule fois elle ne m'a remercié, demandé si j'allais bien, ou remis en question ce qu'on lui avait raconté. Et soudain, le mois dernier, je reçois une lettre recommandée avec son nom comme expéditeur. Elle me poursuit pour abandon d'enfant. Elle exige que je paie une thérapie, des pensions soi-disant impayées et totalement fausses et même des dommages émotionnels. J'ai des cartons de preuves, documents, emails, refus de visite, justificatifs de paiement, appels bloqués, capture d'écran. Légalement, je suis irréprochable. Mais comme aujourd'hui, on peut poursuivre pour à peu près n'importe quoi, nous y voilà. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de vengeance. Elle veut me punir de ne pas avoir été le père qu'elle pense mériter alors qu'elle et sa mère ont tout fait pour m'écarter. Tu veux parler d'abandon? Essaie d'entendre que ta propre fille ne veut plus de toi alors que tout ce que tu as fait, c'est l'aimer comme tu pouvais. Essaie de rester assis dans ta voiture, de l'autre côté de la rue, regardant son match de foot, parce que l'entraîneur a dit que tu n'avais pas le droit d'être là. Essaie de la voir grandir à travers des photos taguées sur Facebook, parce que lui demander directement t'aurait valu une autre lettre d'avocat. J'ai tenté de lui envoyer ma version des faits par courrier au tout revenu. Je pensais qu'en grandissant, elle viendrait me chercher, poser des questions, chercher la vérité. Je croyais qu'à 18 ans, à 20 ans, elle réaliserait que les gens mentent, que peut-être sa mère avait des raisons de déformer l'histoire, mais à la place, elle a engagé un avocat.
Alors je ne vais plus me taire. Je vais me défendre. Pas parce que je veux me venger, mais parce que je ne vais pas laisser mon nom être traîné dans la boue par des personnes qui ne m'ont jamais donné une chance. Tu veux un procès? Très bien, allons au tribunal. Que tout soit enregistré. Qu'elle lise les emails que je lui ai envoyés à chacun de ses anniversaires pendant 5 ans. Qu'elle voit les relevés bancaires, les numéros bloqués, l'ordonnance de restriction que sa mère a obtenue pour la protéger du stress. Que le juge voit tout. La première chose que j'ai faite, c'est rencontrer mon avocate. J'ai apporté tous les documents que j'avais gardés et des choses vieilles de plus de 10 ans, même des photos des cartes d'anniversaire qui m'avaient été renvoyées. Mon avocate n'a même pas été surprise. Elle est spécialisée en droit de la famille depuis plus de 20 ans. Pour elle, c'était juste un mardi ordinaire. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vu pire, comme un fils qui poursuivait son père parce qu'il ne lui avait pas offert une console de jeu à 13 ans, ce qui lui aurait causé un traumatisme émotionnel. Elle a lu la lettre envoyée par l'avocate de Félicia et a immédiatement compris qu'ils essayaient de construire un dossier d'abandon émotionnel, pas seulement de négligence financière. C'est leur stratégie, car ils savent que j'ai toujours payé la pension dans les temps. Ils essaient de prétendre que j'ai causé des dommages psychologiques durables en ne maintenant pas de lien affectif tout en ignorant volontairement le fait qu'on m'a empêché de le faire. Et ce n'est pas un détail anodin. Dans ce contexte, nous avons rédigé une réponse formelle à l'action, en y joignant toute la documentation disponible, et en construisant une chronologie montrant comment j'ai été progressivement exclu de sa vie. Nous avons aussi annexé une déclaration relatant mes tentatives de contact, détaillant chaque fois où j'ai essayé d'être présent. 16 pages au total, autrement dit, les preuves ne manquent pas. Mon avocate pense qu'il est peu probable que le tribunal poursuive, à moins que la partie adverse ne cherche à intensifier le conflit. Mais le fait que Félicia ait jusque-là montre à quel point elle croit à la version des faits qu'on lui a racontée au point de penser que la loi est de son côté. Elle ne sait probablement même pas la moitié de ce que Bernadette a manigancé en coulisses pour m'éloigner, ou alors elle le sait, et s'en moque, parce qu'elle veut de l'argent. Et c'est cette partie qui fait le plus mal. Bien plus que je ne l'aurais cru. Mais j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qu'elle pense. Ce n'est plus une question de logique, c'est qu'elle ne touchera pas un centime de moi. Et pour être honnête, je ne sais même pas si c'est vraiment l'argent qu'elle veut. Je crois qu'elle veut une punition. Une preuve que je suis bien le monstre qu'on lui a appris à haïr. Mais le problème, c'est que je ne vais pas lui offrir ça. Je ne vais pas abandonner, ni laisser cette histoire se terminer enterrée sous de nouveaux mensonges. Quelques jours après avoir envoyé notre réponse, j'ai reçu un appel d'une personne que je n'avais pas entendue depuis des années, l'ancienne nounou de Félicia. D'une manière ou d'une autre, elle avait appris ce qui se passait et m'a contacté pour dire qu'elle se souvenait à quel point Bernadette me dénigrait devant Félicia, même quand nous étions encore mariés. Elle a dit qu'elle avait toujours trouvé cela étrange, mais qu'elle pensait que ce n'était pas à elle d'intervenir. Elle m'a dit qu'elle serait prête à faire une déclaration écrite, voire même à témoigner si nécessaire. Ça m'a pris de court. Ce n'est pas que je cherche à construire un dossier contre Félicia, mais des éléments comme celui-là peuvent aider à faire s'effondrer ce qu'elle essaie de bâtir. Je me prépare à tous les scénarios. Si l'affaire est jugée, nous serons prêts. Si elle est classée, tant mieux. Mais j'ai dit à mon avocate que je voulais envoyer une lettre personnelle à Félicia. Elle peut la lire ou l'ignorer, mais je ne veux pas que tout cela se termine sans qu'elle connaisse la vérité sur qui je suis, pas la version tordue racontée par sa mère. Mon avocate m'a conseillé d'attendre. Elle pense que si nous déconstruisons l'affaire, il y aura peut-être une chance de dialogue. Que peut-être, lorsque Félicia verra à quel point sa version est fragile, elle commencera à tout remettre en question. En attendant, Bernadette ne dit pas un mot. Pas même un murmure. Et ça dit tout. Elle sait que sa fille est en train de s'enfoncer, mais elle ne fait rien pour éclaircir la situation ni pour la protéger des conséquences. Elle est simplement là, à laisser sa fille faire le sale boulot. Et si l'affaire va plus loin, je parie qu'elle dira. Je ne lui ai jamais dit de te poursuivre. Classique Bernadette. Toujours à laisser les autres nettoyer le désordre qu'elle crée elle-même. Ils ont envoyé une nouvelle lettre, affirmant que je faisais preuve d'évasion et d'hostilité en refusant un accord. Ils réclament 48 000 $. Cela inclut une thérapie rétroactive, une estimation absurde des opportunités manquées et des dommages pour détresse émotionnelle causés par une négligence présumée. Ce qui me choque le plus, c'est la manière dont tout est rédigé comme si j'avais été un ivrogne paresseux totalement absent. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour que la pension de ma fille, que je n'avais même pas le droit de voir, soit payée,
exactement comme l'ordonnance du tribunal l'exigeait. Je ne prenais pas de vacances, je conduisais une voiture de 15 ans juste pour m'assurer que les chèques ne soient jamais refusés. Le plus ironique, c'est que si on parle de dommages psychologiques, celui qui aurait droit à une indemnisation, c'est moi. Mon avocate m'a dit de rester calme, que tout est sous contrôle, mais rester calme n'a jamais été mon point fort. Je ne panique pas, mais je ne vais pas non plus rester les bras croisés à attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Je révise chaque détail. J'ai même retrouvé des relevés d'appels de mon ancienne ligne téléphonique. Entre-temps, j'ai enfin envoyé la lettre à Félicia. Ce n'était pas une lettre de réconciliation. J'y ai exposé tout ce que j'ai conservé depuis 10 ans. Maintenant, c'est à elle de décider quoi en faire. Lettre recommandée avec accusé de réception, et j'ai reçu la confirmation de livraison il y a 3 jours. Et aujourd'hui, de nulle part, je reçois un message pas d'elle, mais de son petit ami. Il me dit que je la harcèle, que je dois la laisser tranquille, qu'elle n'est pas intéressée par mes manipulations. Il a menacé de rendre l'affaire publique si je ne coopérais pas. C'est le premier contact venant de leur côté en 10 ans, et ce n'est même pas elle. Elle a probablement donné la lettre au gars et lui a dit de s'en occuper sans même l'avoir lue. Peut-être qu'un jour elle verra la vérité. Peut-être pas. Mais même si elle la découvre, il n'y a plus de retour possible vers ce que j'espérais autrefois. Cette illusion où elle viendrait me voir un jour, demanderait à entendre ma version, me prendrait dans ses bras en larmes et dirait qu'elle est désolée, cette image est morte. Elle a fait son choix. Ce n'est plus de la distance émotionnelle. C'est une guerre. Et désormais, je traite cela comme une guerre. C'est officiel. Nous avons une date d'audience. Dans 3 semaines, je me tiendrai devant un juge, avec ma propre fille assise de l'autre côté de la salle, essayant de convaincre le système que je l'ai abandonné. Je suis calme. Il sera très facile de prouver le contraire. Je suis passé du choc à l'indifférence, et maintenant à la lucidité. À ce stade, tout ce que je ressens, c'est une concentration froide. Nous avons déposé notre réponse officielle la semaine dernière. Tout y est. Chaque paiement, chaque tentative de contact, chaque rejet que j'ai subi en essayant d'être présent. J'y ai même inclus une section sur les conséquences émotionnelles de tout cela pour moi, les années à être traité comme si je n'existais pas, les fêtes passées seules, les moments clés que j'ai ratés parce que sa mère avait fermé la porte à clé et jeté la clé. Ils veulent parler de traumatisme émotionnel? Très bien, mettons tout sur la table. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je n'ai plus rien entendu du petit ami, mais j'ai reçu, pour la première fois depuis très longtemps, un email de Bernadette. Elle a écrit: « Félicia est très blessée et ne comprend pas pourquoi tu es agressif au lieu d'être coopératif. Elle espère que tu feras ce qu'il faut et que tu régleras cela pacifiquement, pour son bien. » Traduction: paix sans discuter. C'est la même manipulation que toujours. Tout déformé, prétendre que le problème, c'est moi parce que je refuse de céder et d'envoyer un chèque. J'ai eu envie de répondre et de lui dire d'aller au diable, mais je ne l'ai pas fait. Ce genre de message, c'est pour mon avocate. Et elle m'a dit que, en réalité, ça nous avantage. Quelques secondes de soulagement impulsif ne valent pas le risque de ruiner notre dossier maintenant. Peut-être que Bernadette tirerait aussi profit si je signais ce chèque. Soit parce qu'elle manipule encore sa fille, soit parce qu'elles sont complices dans cette tentative d'extorsion. Il y a effectivement une possibilité de contre-plainte. Je laisse cette option ouverte. Ce n'est plus une question d'argent. J'aurais pu régler tout cela discrètement. J'aurais pu accepter un accord, laisser cette affaire se noyer dans la paperasse. Mais je ne le ferai pas. Je veux que tout cela soit public. Je veux que la transcription figure dans les archives. Et mieux encore, j'ai retrouvé un fil de vieux emails échangés avec la conseillère d'orientation de Félicia, juste après le divorce. C'est fou tout ce qu'on redécouvre quand on fouille sa propre histoire. À l'époque, j'avais demandé une rencontre privée avec Félicia, juste pour discuter. La conseillère avait répondu que Bernadette avait déjà dit clairement que je ne pouvais avoir aucun contact, que Félicia était trop fragile ou pour supporter ce stress. Cet email est désormais une preuve supplémentaire officielle dans notre dossier. Chaque fois que je prends une après-midi pour revoir tout cela, je retrouve de nouvelles preuves. Et finalement, le jour de l'audience est arrivé. Nous avions un dossier plus épais qu'un annuaire téléphonique, rempli de preuves. Oui, je dépense de l'argent pour mon avocate. Mais une chose est certaine, ce n'est pas de l'argent qu'elles vont recevoir.
Et c'est pour ça que je n'étais pas nerveux, parce que j'étais préparé. C'est exactement le sentiment qu'on devrait avoir en entrant dans une salle d'audience sans doute, sans peur. Quand on a la vérité de son côté, et les preuves pour l'appuyer, ce n'est plus qu'une formalité. Félicia était là. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. 10 ans s'étaient écoulés. Elle avait l'apparence d'une adulte accomplie et du moins physiquement rien à voir avec la fillette recroquevillée sur une chaise, lors de cette réunion de garde, qui refusait de me regarder. Et pourtant, elle ne m'a pas regardé une seule fois. Elle est arrivée accompagnée de son avocate et de ce fameux petit ami. Bernadette, comme on pouvait s'y attendre, était absente. Elle n'a jamais eu le courage d'affronter les désastres qu'elle provoque. Elle laisse toujours les autres se battre à sa place. Mais je savais que ses empreintes étaient partout dans cette affaire. Le juge chargé de notre dossier était plutôt équilibré et il n'a montré aucune émotion et est resté neutre face aux éléments présentés. Il a demandé à chaque partie de présenter son résumé. L'avocate de Félicia a commencé. Elle a affirmé que j'avais été absent durant une décennie cruciale, que j'avais manqué à mes responsabilités affectives, ce qui aurait contribué à un traumatisme psychologique profond que Félicia tente encore de surmonter. Elle a présenté des reçus de séances de thérapie et des bulletins scolaires, essayant de prouver que les difficultés émotionnelles de Félicia étaient liées à une négligence paternelle. Ils ont eu leurs 5 minutes mais c'était 5 minutes de vide. Puis vint notre tour. Mon avocate a remis notre dossier au juge. Grâce à lui, il n'a même pas été nécessaire de beaucoup parler. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Contrairement à la partie adverse, qui a beaucoup parlé pour ne rien dire et avec des preuves fragiles, notre dossier était solide. Chaque page était comme un soldat dans notre guerre et notre armée surpassait la leur sans difficulté. À mi-chemin, le juge a cessé de feuilleter les documents. Peut-être a-t-il jugé inutile de continuer à lire, car ce qu'il avait déjà vu suffisait largement. Il a levé les yeux et a demandé à l'avocate de Félicia si elle savait que sa propre cliente avait refusé le contact à plusieurs reprises, et que la mère avait légalement bloqué mes tentatives de visite. Elle a balbutié, disant qu'elle n'avait pas analysé cette partie précise du dossier. Le juge a répondu que c'était justement son travail, qu'elle aurait dû s'y préparer, et que ce tribunal n'était pas une salle de classe où l'on pouvait dire que le chien a mangé les devoirs. Ils ont donné à Félicia l'opportunité de parler. Elle s'est levée et a parlé avec assurance, elle a dit que je n'avais jamais été là, que j'avais abandonné, qu'elle avait dû grandir seule émotionnellement parce que je n'avais même pas essayé. Elle a dit que j'avais manqué chaque étape importante, chaque fête, chaque moment marquant et qu'aujourd'hui j'osais me faire passer pour la victime. C'était dur à entendre. Pas parce que c'était inattendu mais parce qu'elle le disait avec conviction. Ce n'est pas que je croyais à ses paroles. Mais, comme sa mère, Félicia sait être convaincante quand il s'agit de vendre sa version de l'histoire ou ce qu'elle pense être vrai. Le juge s'est tourné vers moi et m'a demandé si je voulais dire quelque chose directement. Je me suis levé et j'ai dit la vérité. J'ai terminé ainsi. Je ne l'ai pas abandonné. J'ai été retiré de sa vie par un système, et par une mère qui ne voulait pas de moi. J'ai respecté cette distance pendant 10 ans parce que je pensais que forcer ma présence lui ferait plus de mal que de rester à l'écart. Aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que la vérité soit entendue même si elle ne l'accepte jamais. Le juge a déclaré une suspension d'audience. On a attendu 30 minutes, chacun dans un coin de la salle. Je ne l'ai pas regardé, je n'ai rien tenté. À ce moment-là, il n'y avait plus rien à dire. Quand nous sommes revenus, le juge a statué en ma faveur. Il a déclaré que l'affaire n'avait aucun fondement, que la documentation prouvait un effort continu de ma part et une obstruction claire de la part de la mère. L'affaire a été rejetée avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être rouverte avec les mêmes accusations. C'était fini. Félicia avait l'air furieuse, honteuse, confuse. Le petit ami l'a suivi avec l'air de vouloir dire quelque chose, mais n'a rien dit. Visiblement, puisque le plan avait échoué, le plan B a été activé. Quelques semaines après l'audience, Félicia s'est présentée. Je ne suis pas un grand stratège, mais elle aurait dû commencer par là. Me poursuivre dès le départ, c'était comme brûler tous les ponts et c'est pourtant ce qu'elle a fait. Elle est venue me voir sans même appeler, sans même envoyer un message. La première fois que je la vois en 10 ans hors d'un tribunal et elle voulait parler. 10 ans de silence. 10 ans de mensonges, de procédures. Et soudain, elle veut des réponses. Elle tenait la lettre que je lui avais envoyée avant l'audience. Elle a dit qu'elle l'avait relue, qu'elle voulait entendre certaines choses directement de ma bouche.
Elle m'a demandé si j'avais un peu de temps à lui accorder. Je l'ai laissé s'asseoir sur le perron. Je ne l'ai pas invité à entrer. Cela lui a probablement déjà tout dit. C'était étrange d'interagir avec elle, parce que, pendant l'audience, nous étions à quelques mètres l'un de l'autre, mais séparés émotionnellement par un gouffre. Elle m'a posé des questions sur ce que j'avais envoyé. Elle voulait plus de détails, pour combler certains vides. À mon avis, ça ressemblait à des excuses déguisées, parce que, comme je l'ai déjà dit, les preuves parlaient d'elles-mêmes. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas lutté plus fort, pourquoi je n'avais pas franchi tous les obstacles. J'ai répondu que oui, j'avais lutté. Mais quand la justice vous abandonne, et que même votre propre fille ne veut pas vous voir, il n'y a plus grand-chose à faire. J'ai eu une ordonnance restrictive. Et un petit ami jouant les chiens de garde, comme une version plus jeune de sa mère. Elle n'a pas aimé entendre ça. Elle a dit qu'elle se sentait trahie, trompée et perdue. Je lui ai répondu de prendre ce sentiment, et de le multiplier par 10 pour avoir une idée de ce que j'ai ressenti durant ces 10 dernières années. Tout le monde contre moi. Et pour couronner le tout, ma propre fille m'attaquant en justice, tentant de me blesser encore davantage. Elle a dit que cette visite n'était pas une tentative d'excuse. Qu'elle était toujours en colère, qu'elle essayait encore d'assimiler tout ça. J'ai répondu que c'était très bien ainsi. Je n'attendais pas d'excuses et même si elles venaient, je ne pense pas qu'elles auraient de valeur aujourd'hui. Elle a demandé si l'on pouvait reparler un jour. J'ai dit non. La vérité, c'est que je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. Mais je peux dire avec certitude que je suis fatigué. Fatigué d'avoir tenté d'être père, alors que j'étais rejeté encore et encore, 1, 2, 100 fois. Je ne vois plus de sens à continuer d'essayer. Même après tout ça, elle n'a pas été capable de dire pardon. Je suis son père biologique et j'ai donc rempli mes obligations financières. Mais la relation entre nous s'est brisée quand elle m'a traîné en justice sans même me donner la chance de raconter ma version. Voilà ce que 10 années de silence ont causé. Et en guise de cerise sur le gâteau, il y a eu ce procès. Je ne vois plus aucun intérêt à tenter de reconstruire quelque chose. Il n'y a rien à tirer de tout ça. J'ai élevé une fille, un jour, mais cette personne devant moi, bien qu'elle lui ressemble physiquement, ce n'est pas elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Cette petite fille a disparu depuis longtemps. Et j'ai déjà pleuré sa perte. J'ai déjà fait mon deuil. Et je ne veux pas revivre ce deuil si elle décide de recommencer. Maintenant, cette étrangère se présente à ma porte, ne s'excuse pas, et attend encore que je fasse un effort pour elle. Que suis-je censé ressentir? De la reconnaissance? De l'émotion? De la pitié? Je ne ressens rien. J'ai tout donné pour être père. J'ai supplié, attendu, été humilié, effacé, on a menti sur moi et ensuite, j'ai tourné la page. C'est ça, la partie la plus difficile. Mais je l'ai fait. Donc oui, elle est venue, elle a posé ses questions, elle a reçu ses réponses mais elle ne m'a pas récupéré. Je sais que certains diront que j'abandonne ma fille. Mais ce n'est pas moi qui ai refusé la présence d'un père dans sa vie. C'était elle. Et c'était mon ex-femme. Aujourd'hui, je ne fais que respecter ce qu'elles ont voulu. Et même si ma fille veut autre chose maintenant, je ne suis pas assez naïf pour croire qu'après avoir échoué à m'extorquer par la voie judiciaire, elle n'essaiera pas de me manipuler en jouant la fille retrouvée juste pour obtenir quelque chose. Elle ne s'imaginait pas qu'après toutes ces années d'absence, j'avais développé une immunité à ce genre de choses et que son procès avait été le dernier rappel de ce vaccin émotionnel. On a aussi parlé de son petit ami, et de pourquoi il n'était pas avec elle. Jusque-là, il avait joué les gardiens, aboyant pour me tenir à distance. Apparemment, il a décidé de prendre ses distances. Et franchement, je comprends. Peut-être a-t-il compris dans quoi il s'était embarqué et a choisi de s'en sortir. Elle a été élevée par mon ex-femme. Je peux imaginer les valeurs qu'on lui a transmises. Concernant ma contre-plainte, mon avocat a examiné tous les scénarios possibles. Comme je l'ai dit dans ma première déclaration, aujourd'hui, on peut être poursuivi pour n'importe quoi. Mais gagner et ne pas perdre son temps ni son argent, c'est autre chose. Il n'y avait rien que nous puissions invoquer que le juge aurait pris au sérieux à moins de vouloir nous ridiculiser, comme ma fille l'a été pendant son procès contre moi. Je vois ça comme une sorte de justice poétique. Je n'ai pas poursuivi mon ex pour récupérer les années de pension versées pour une fille que je n'ai pas pu voir.
Mais leur procès à toutes les deux m'a permis de récupérer une partie de cet argent. Une sorte de compensation indirecte si on veut le voir comme ça. Nous avons poursuivi ma fille et mon ex-femme pour extorsion et conspiration en vue de me soutirer de l'argent. Nous n'avons pas obtenu le montant total réclamé. Mais le juge a reconnu que l'affaire avait du fondement et m'a accordé une indemnisation combinée de 25 000 $. Est-ce que ça couvre toutes les années de pension? Non, loin de là. Mais symboliquement, ça a bon goût. Mais au final, la vérité a triomphé même si le prix fut élevé. Il ne reste plus qu'à espérer qu'un jour, des blessures aussi profondes puissent commencer à guérir. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est un rappel brutal de la manière dont la vérité peut rester enterrée pendant des années sous des couches de mensonges et de manipulation. Il n'y a pas de véritable vainqueur lorsqu'une fille grandit en croyant que son père l'a abandonnée et qu'un père est effacé de la vie de sa propre enfant. Le plus triste, c'est que même une fois la vérité révélée, les cicatrices sont déjà là. Que cela serve d'avertissement à tous ceux qui utilisent les enfants comme armes dans leurs conflits personnels, car au final, personne n'en sort indemne. Et ainsi se termine une autre histoire bouleversante tirée de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.